un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté, je fasse... Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 16 juin et cette chronique du groupe Fred Zeller va se dérouler sous un thème « Non à la guerre ». Pour cela, je vais commencer par lire le texte d'un appel qui a été publié il y a quelques jours, signé au plan international par de très nombreuses personnes, syndicalistes, militants humanistes, etc., et qui est repris, entre autres, par la Fédération nationale de la libre pensée, qui l'a publié sur son site fnlp.fr. Alors, cet appel, le voici, et ensuite je passerai à un article que je soumets à votre réflexion, un article publié dans Mediapart sur la question du Salon du Bourget. Et puis, nous en viendrons à cette rubrique, dans la rubrique que nous tenons depuis déjà plusieurs semaines, c'est-à-dire ces petits articles qui sont publiés. Et aujourd'hui, ce sera « La laïcité, c'est la liberté érigée en principe institutionnel ». Voilà. Et puis notre chanson, ce sera « Non à la guerre ». Donc, voilà donc ce fil conducteur. Voici l'appel dont je parlais. Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre. Les dirigeants européens préparent la guerre. Un vaste programme de réarmement est en cours. Et c'est à la classe ouvrière qu'ils vont demander de payer le prix de leurs armes et de leur guerre par les impôts, par les coupes dans nos prestations sociales, par la baisse de notre niveau de vie, ainsi que par notre sang et notre sueur. L'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale se désintègre politiquement, financièrement et militairement. Nous faisons face à de multiples crises qui s'aggravent. Celle du capitalisme lui-même, qui met en danger l'avenir même de l'humanité. L'effondrement écologique imminent et le risque croissant d'une guerre mondiale, voire d'une guerre nucléaire. Je fais une petite parenthèse à cet endroit. Ce texte a été écrit, conçu et publié avant les événements qui se passent aujourd'hui entre l'Iran et Israël. Ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais ils sont amplifiés par le second mandat de Trump et par la montée de l'extrême droite en Europe. C'est pourquoi des militants, des syndicalistes et des démocrates de toute l'Europe lancent cet appel à s'unir contre la guerre et contre les dépenses militaires et à rejeter l'exigence des gouvernements européens de soutenir leurs politiques brutales et destructrices au nom d'une prétendue union nationale. Il s'agit là d'un patriotisme factice. Ces guerres ne sont pas les nôtres. Nous ne les paierons pas, nous ne mourrons pas pour elles. Comme le disait l'écrivain français Anatole France au moment de la Première Guerre mondiale. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Des millions de personnes sont mortes à cette époque et c'est ce qui se reproduira si nous ne mettons pas fin à ce bellicisme et au réarmement. La classe dirigeante européenne mène déjà une guerre par procuration en Ukraine et soutient le génocide israélien contre le peuple palestinien. Voici les faits. 1 million de morts et de blessés des deux côtés en Ukraine et en Russie. Des dizaines de milliers de morts et de blessés en Palestine, dans la tentative de génocide et de nettoyage ethnique de toute la population. Les principaux bénéficiaires sont les fabricants d'armes et ceux qui profiteront de l'exploitation des ressources de la Palestine et de l'Ukraine. Mais nous ne soutiendrons pas cette exploitation. Nous disons non à la guerre et aux attaques contre les acquis sociaux, non au budget de guerre et aux fauteurs de guerre, non aux politiques de guerre d'où qu'elles viennent. Nous appelons à l'unité des peuples d'Europe, à la paix et non à la guerre, à la justice et à l'égalité et non à l'exploitation. Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre. Voilà. Et ce texte a été signé par un certain nombre de citoyens de dizaines de pays, je crois d'une vingtaine de pays européens, des États-Unis également. Nous y trouvons des députés, nous y trouvons des gens de lettres, etc. Par exemple, pour ce qui concerne la France, nous y trouvons, comment elle s'appelle, Annie Ernaux, nous y trouvons des députés LFI, nous y trouvons pour l'Angleterre, Jeremy Corbyn et le cinéaste Ken Loach, etc., etc.
Ce sont des centaines de syndicalistes, de démocrates qui ont signé ce texte. C'est quelque chose d'extrêmement important et que, bien évidemment, j'appelle nos autrices auditeurs qui souhaiteraient se joindre à cet appel, de retrouver cet appel sur le site, soit le site de la FNLP, fnlp.fr, soit sur le site du groupe Fred Zeller, c'est-à-dire lpdordogne.fr. Alors j'en viens à ce texte que j'annonçais sur la question du Salon du Bourget, qui a été publié par Mediapart c'était le 4 juin, ça fait donc déjà 2 semaines. Au Salon du Bourget, tapis rouge pour des armes utilisées à Gaza. Le Salon de l'aéronautique, qui s'ouvre le 16 juin, va accueillir plusieurs entreprises qui revendiquent de produire des armes utilisées par l'armée israélienne à Gaza. Ni les autorités françaises, ni les organisateurs du salon ne semblent voir le problème. Plusieurs associations ont lancé une action en justice et je disais tout à l'heure qu'on a appris ce matin que cette action n'a pas été acceptée par la justice, elle a été repoussée. C'est désolant. Ce n'est rien de moins que le rendez-vous mondial de l'excellence et de l'innovation. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace au Bourget, Seine-Saint-Denis, qui revendique 300 000 visiteurs, va s'ouvrir lundi 16 juin, aujourd'hui. Durant 7 jours de découvertes et d'expériences, professionnels et grand public sont invités à venir y vivre intensément le rêve et la magie du secteur. Ce sont les passages qui figurent dans l'invitation à ce salon. Le rêve risque toutefois d'être éclipsé par le spectre de quelques cadavres. Dans les allées du salon se trouveront plusieurs entreprises fournissant des armes aux forces armées israéliennes qui mènent depuis 1 an et demi à Gaza une guerre considérée comme un génocide par un nombre croissant de juristes et d'humanitaires. La liste des exposants au salon compte ainsi à ce jour 8 sociétés israéliennes ainsi qu'une délégation du ministère israélien de la Défense. S'il est souvent difficile de prouver qu'un fabricant d'armes alimente un conflit en particulier, en raison du secret qui entoure les questions de défense. Ce n'est pas le cas concernant la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Les dirigeants de plusieurs de ces entreprises ont eux-mêmes fait part publiquement de l'utilisation de leur matériel dans l'enclave. Citation. « Depuis le début de la guerre à Gaza, l'entreprise a apporté un soutien considérable aux activités des forces de défense israéliennes », se vantait ainsi en juillet 2024 Dan Slasky, PDG d'Aeronautics Group, qui disposera de son stand au Bourget. Parmi les innovations de son entreprise, afin de, citation, répondre rapidement aux demandes qui remontent du terrain. Le drone de reconnaissance Orbiter 4, surnommé Spark en anglais, ou Nitrols en hébreu. Des armes impliquées dans la mort d'humanitaires. Son utilisation à Gaza a été confirmée par des reportages parus dans la presse israélienne et par des témoignages de militaires. Le Nitrols va beaucoup aider les forces sur le terrain, en particulier les équipes de combat de la brigade, se réjouissait ainsi un haut responsable du commandement sud de l'armée israélienne en novembre 2023, peu après sa mise en service. Dans une note datée du 23 février 2024, la mission permanente de la Palestine auprès des Nations Unies évoque également l'utilisation du drone Orbiter 4 contre des civils palestiniens à Gaza. Sera-t-il exposé en France ? Sur le catalogue du Salon du Bourget, son fabricant le présente déjà avec fierté comme l'un de ses produits phares. Autre entreprise bénéficiant d'un stand lors du salon, qui revendique publiquement son implication dans la guerre à Gaza, Israel Aerospace Industries, un autre poids lourd de l'industrie de défense israélienne, qui produit notamment les drones de surveillance Héron. Ces derniers ont joué un rôle essentiel dans la guerre des épées de fer, le nom donné par l'armée israélienne à ses opérations à Gaza, en fournissant des renseignements en temps réel et en contribuant à la neutralisation des menaces, se réjouit le président de cette entreprise, Boaz Levy. Les visiteurs qui se presseront dans les allées du Bourget pourront également y découvrir les produits d'Elbit Systems, fabricant d'armes israélien coté au Nasdaq. C'est un drone Hermes 450 fabriqué par Elbit Systems qui a tué 7 humanitaires de l'ONG World Central Kitchen à Gaza le 1er avril 2024 en tirant 3 missiles sur leur convoi. Ces drones sont extensivement utilisés à Gaza selon la presse spécialisée et des témoignages de militaires israéliens engagés dans des unités qui les utilisent. C'est également une arme fabriquée par Elbit Systems, une bombe MPR-500 qui a tué 7 bénévoles de services de secours au Liban le 27 mars 2024, selon des photos analysées par l'ONG Human Rights Watch. Le président d'Elbit Systems souligne qu'être présent à des salons comme celui du Bourget est vital
pour ses affaires. Les organisateurs du salon se targuent d'avoir permis, lors d'éditions précédentes, la signature d'environ 150 milliards de dollars de contrats. Vital, dit-il. C'est incroyable. Le silence du gouvernement. Faut-il permettre à ces entreprises, ayant potentiellement contribué à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, de promouvoir leurs équipements et de nouer de nouveaux contrats sur le sol français ? Si l'on s'en tient aux déclarations des autorités françaises, il semble acquis que non. En mai 2024, le ministère des Armées avait interdit la participation d'industriels israéliens au salon Eurosatori afin d'être cohérent avec la demande d'Emmanuel Macron d'un cessez-le-feu à Gaza. La Cour d'appel de Paris avait fini par autoriser leur présence, mais trop tard pour que cette délégation puisse participer en nombre. Le discours de l'Élysée n'a fait que durcir depuis. En octobre 2024, le président français a déclaré qu'il était opposé à toute vente d'armes à Israël qui pourrait servir à Gaza ou au Liban. Fin mai, il dénonçait avec le Royaume-Uni et le Canada un niveau de souffrance humaine intolérable à Gaza, tandis que son ministre des Affaires étrangères estimait la situation dans l'enclave insoutenable. Et c'est tout, semble-t-il. Malgré ces mots, l'exécutif français n'a pris à ce jour aucune mesure pour empêcher que des entreprises fournissant des armes utilisées à Gaza n'exposent au Bourget. Sollicité par Mediapart à ce sujet le 4 juin en début d'après-midi, le ministère des Armées n'a pas donné suite. La suite, on l'a vu, la justice donne raison donc aux exposants de ce salon. 2 assignations en justice. Devant cet impasse, donc, c'est ce sujet-là. Plusieurs associations ont engagé un bras de fer juridique avec la société qui organise le Salon du Bourget. SIAE, c'est le nom du salon. Les associations concernées, OLAC, l'UJFP, l'Union française pour la paix, Survie, Attaque et Stop Fueling War, soutenues par la coalition Guerre à la guerre, demandent aux organisateurs de l'événement d'interdire, citation, la présence d'entreprises qui participeraient aux crimes internationaux israéliens. La commission en cours de graves crimes internationaux dans les territoires palestiniens occupés est reconnue par la communauté internationale et les instances internationales compétentes, relève-t-elle, dans une assignation déposée le 23 mai devant le tribunal judiciaire de Bobigny, citant notamment les ordonnances rendues en janvier 2024 par la Cour internationale de justice. Elle ne peut donc être ignorée de professionnels de l'exposition de l'armement tels que le SIAE. On ne demande pas seulement d'empêcher que ces entreprises exposent, mais également leurs filiales et contractants. Il faut également s'assurer qu'ils ne puissent pas être accueillis au salon en tant que visiteurs, détaille la coordinatrice de la plateforme Droits et Mouvements Sociaux, qui coordonne et conseille juridiquement les associations à l'origine de cette action en justice. 3 de ces associations ont également déposé une autre assignation concernant les entreprises présentes au salon qui contourneraient les sanctions contre la Russie et le Soudan. Les organisateurs du salon rétorquent que les crimes commis par l'armée israélienne ne sont pas prouvés et qu'ils n'ont par ailleurs pas les moyens d'enquêter de manière poussée sur chaque entreprise participante. On cherche à vous émouvoir sur les atrocités, d'ailleurs commises de part et d'autre, a lancé l'avocat du SIAE au juge du tribunal de Bobigny, qui examinait ce recours lors d'une audience mercredi 4 juin. Mais on ne peut pas dire qu'Israël ne jouit pas d'un droit de légitime défense, et il ne vous appartient pas de juger si cette défense est proportionnée, a poursuivi Maître Pavillet, estimant que les rapports d'ONG, d'organisations internationales, les ordonnances de la Cour internationale de justice et les mandats d'arrêt émis par la CPI contre les dirigeants israéliens, citation, ne constituaient pas en droit la preuve déterminante d'un crime. Hypocrite. Quant au contrôle demandé par les associations, le salon n'a pas les moyens de mener des enquêtes pour aller vérifier que les exposants n'auraient pas été vendre à des intermédiaires qui eux-mêmes pourraient vendre à des tiers qui pourraient finalement céder des armes à des personnes qui seraient suspectées de crimes de guerre. Vous voulez quoi? Qu'on embauche des détectives pour aller dans les banlieues de Calcutta pour voir s'il ne s'agit pas de sociétés écran? A ironisé l'avocat, faisant référence au rôle avéré d'entreprises indiennes dans le contournement de sanctions visant la Russie. Le tribunal rendra sa décision mardi 10 juin. On connaît cette décision. Elle donne raison aux criminels de guerre. Voilà. Alors, j'en viens maintenant donc à ces articles qui paraissent chaque semaine sur cette question de la laïcité. Aujourd'hui, le titre, c'est « La laïcité, c'est la liberté érigée en principe institutionnel » et c'est un texte de Christian Eschen. En 1980, de nombreux militants laïcs, dont de nombreux libres penseurs, lançaient un appel aux laïcs
pour reconstruire le mouvement laïque sur un nouvel axe. C'était une nécessité impérieuse du fait de la trahison du Comité national d'action laïque, le CNAL, qui s'était rallié à la laïcité ouverte prônée par des cléricaux de toutes obédiences depuis le Concile Vatican II. Ce reniement fut sanctifié par l'entrée de la CFDT dans le CNAL dans le fameux colloque de 1972. De ce mariage contre nature naquit une progéniture qui s'appela l'UNSA, quasiment fusionnée dans les instances internationales avec la CFDT, en attendant de le faire sur le plan national. S'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, il est visible que l'UNSA et la CFDT habitent sous le même toit et qu'elles ont le même concierge. Patiemment, le regroupement des laïcs s'opéra de manière continuelle en s'appuyant sur la Fédération nationale de la libre pensée, qui constitua de fait ce nouvel axe de résistance et de combat laïque. Le 9 décembre 2016, à l'occasion du 111e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905, la libre pensée rendit public un appel des laïcs. Il entendait poursuivre le regroupement des partisans de la laïcité autour de principes essentiels définis ainsi: nous, militants laïcs, par-delà parfois des divergences d'analyse, en appelant à la constitution d'un front commun autour des fondements de la laïcité républicaine tels que définis par la loi de 1905. Être laïque, c'est reconnaître que l'État assure en même temps la liberté de conscience, croyants et non-croyants, et le libre exercice des cultes. Être laïque, c'est affirmer que l'État ne doit reconnaître, salarier ou subventionner aucun culte. Par conséquent, la République ne tranche pas parmi les cultes plus ou moins respectables, elle demeure indifférente dans la seule limite du respect de l'ordre public et des lois communes. Ses élus et représentants doivent conserver cette neutralité dans leurs fonctions. La République ne juge personne selon ses croyances ou appartenances présumées. Elle accorde à l'école publique la noble mission d'instruire les enfants. C'est par conséquent à elle que l'État doit accorder les fonds nécessaires aux défis que porte l'école d'aujourd'hui. Nous, militants de la cause laïque, appelons à la plus grande vigilance contre toute tentative de détourner la laïcité de ses objectifs. La loi de 1905 est une loi de liberté qui permet toutes les autres libertés. Elle doit donc être préservée. Le mariage de la CFDT et de la FEN permit de mettre en œuvre un rapprochement sans précédent de l'enseignement privé catholique avec l'enseignement public dans une quasi-identification. Depuis 2005, loi Sensi, les enseignants du privé sont des agents publics. Ils bénéficient d'une rémunération et d'un déroulement de carrière semblables à ceux des fonctionnaires, notamment des professeurs de l'enseignement public. C'est une remise en cause profonde de la laïcité comme principe institutionnel. C'est la négation du principe constitutionnel de la séparation du religieux et de l'État. La conception institutionnelle repose sur 3 distinctions. L'école publique financée exclusivement par les fonds publics, l'enseignement privé exclusivement subsidié par des fonds privés, et la liberté des familles de procéder à l'instruction propre de leurs enfants. Qu'est-ce que la laïcité ? Dans une réelle démocratie institutionnelle, il ne peut y avoir un système public d'enseignement sans de l'autre côté assurer la liberté de l'enseignement, comme l'a très bien formulé en son temps Condorcet. Le monopole de l'enseignement est l'apanage des totalitarismes. Fidèle au principe de Benito Mussolini, tout dans l'État, tout pour l'État, rien contre l'État. Et cela débouche toujours soit sur l'embrigadement militarisé de la jeunesse. C'est très exactement ce que vise la loi séparatiste du 24 août 2021, mettre en œuvre une véritable idéologie d'État qui va de pair avec le SNU, l'uniforme des élèves et les classes de défense. La laïcité institutionnelle permet par contre qu'il y ait des écoles privées catholiques non financées sur les fonds publics. Il peut même y en avoir de laïques, entre guillemets, comme l'école Bonaventure sur l'île d'Oléron dans les années 1990, pratiquant une pédagogie libertaire. Cela permet aussi, au sein de l'enseignement public, de mener quelques expériences pédagogiques différentes, comme au lycée autogéré de Paris. Dans l'enseignement public, aussi, la liberté pédagogique peut s'appliquer. À partir du moment où les enseignants et le personnel sont régis par le statut de la fonction publique, qu'ils dépendent de la grille indiciaire des agents de l'État et qu'ils sont des fonctionnaires d'État ou territoriaux, et bien sûr qu'ils appliquent les programmes nationaux, il n'y a rien qui interdit, au nom de la laïcité et de la défense de l'enseignement public et de ses agents, de mener des expériences pédagogiques et de gestion en marge de celles qui se pratiquent dans l'école publique sur le plan national. Condorcet, dans ses 5 mémoires sur l'instruction publique,
considérait que cela ne pouvait que stimuler le système d'instruction publique et le rendre plus fort et plus résistant à la monotonie du temps. La laïcité est bien un principe de liberté qui est censé être garanti institutionnellement et qui doit être défendu et restauré contre les lois anti-laïques et liberticides. Et sur ces questions, la Libre Pensée a publié dans sa série Arguments 2 brochures, la brochure numéro 17, Laïcité de l'école et de l'État, les analyses de la libre pensée, et à propos de l'enseignement catholique en France, argument numéro 10. Je vous rappelle que sous la forme papier, ces numéros d'arguments peuvent être trouvés auprès des militants de la libre pensée, du groupe Frézeler pour ce qui concerne la Dordogne, mais qu'ils sont également téléchargeables gratuitement sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée, fnlp.fr. Je vous propose maintenant d'en venir au choix musical de cette chronique, qui reprend bien évidemment, comme je l'avais indiqué en début d'émission, le thème, le fil conducteur de cette chronique, non à la guerre. C'est au 6e une mansarde, quelque part dans le grand Paris. De femmes en pleurs se regardent, des cheveux blonds, des cheveux gris. Le journal est là, sur une table, et la plus jeune s'approchant, prenant une voix pitoyable, à l'autre dit en sanglotant: non, pas ça, pas la guerre, nous avons assez de misère, assez de deuils à consoler et de ruines à réparer. Elle a déjà pris mon grand frère, maman chérie, il dort là-bas, parmi tant d'autres sous la terre. C'est au 6e une mansarde, quelque part dans le grand Paris. De femmes en pleurs se regardent, des cheveux blonds, des cheveux gris. Le journal est là, sur une table, et la plus jeune s'approchant, prenant une voix pitoyable, à l'autre dit en sanglotant: non, pas ça, pas la guerre, nous avons assez de misère, assez de deuils à consoler et de ruines à réparer. Elle a déjà pris mon grand frère, maman chérie, il dort là-bas, parmi tant d'autres sous la terre. La guerre encore, ah non, pas ça. Tiens, cette lettre est la dernière qu'on a reçue avant Verdun. Il dit: serait toi ma mère, adieu, l'attaque est pour demain. Pauvre frérot, quelle souffrance, et pour nous quel déchirement. Se pourrait-il qu'on recommence ces jours d'horreur, ces jours de sang? Non, pas ça, pas la guerre, nous avons assez de misère, assez de deuils à consoler et de ruines à réparer. Elle a déjà pris mon grand frère, maman chérie, il dort là-bas, parmi tant d'autres sous la terre. La guerre encore, ah
Voilà, c'est une chanson qui date de 1932, donc effectivement, vous avez reconnu les normes de l'époque en matière de style musical. Mais bon, c'est ça aussi que nous faisons dans cette émission, hein, sur ce plan de ces moments musicaux dans nos chroniques, de retracer aussi de cette manière-là l'histoire de tout ce mouvement que nous essayons de représenter aujourd'hui. Voilà. Alors, deux choses pour terminer cette chronique. Tout d'abord, je rappelle qu'en début d'émission, je vous ai lu un appel donc signé par de très nombreuses personnalités, un appel très clair, un non à la guerre, pas une vie, pas un sou pour la guerre, et que cet appel, vous pouvez le signer en le retrouvant sur le site de la Fédération nationale ou sur le site du groupe Fred Zeller, pour ce dernier, lpdordogne.fr. Et puis, là, j'annonce également une réunion publique qui aura lieu le jeudi 26 juin à 18h à la Filature de Lille, salle de danse. Alors, je ne sais plus si c'est la numéro 1 ou numéro 2, mais je crois qu'elles sont côte à côte. En tout état de cause, c'est bien à la Filature de Lille, jeudi 26 à 18h. Et le thème de cette réunion publique sera le capitalisme et la guerre. Ça reprend finalement la citation que je donnais en début de chronique, là, qui figure dans l'appel que j'ai lu, cette citation du grand écrivain français Anatole France. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Voilà, donc venez rencontrer la libre pensée, les militants du groupe Fred Zeller à cette occasion. Venez discuter, voire contester, pourquoi pas, ce qui sera dit. Hein. C'est une liberté totale que nous proposons c'est un débat, un vrai débat. Et donc, nous espérons qu'il contribuera à éclaircir les choses et surtout en ce qui nous concerne, mais nous espérons que nous apporterons ainsi notre petite pierre pour paver le chemin de la paix. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Ce qui est prévu pour lundi prochain, c'est une émission spéciale, une interview d'un représentant de l'Union juive française pour la paix, André Rosweg, que nous accueillerons avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Certains de nos auditrices auditeurs connaissent probablement déjà André Rosweg, puisqu'il prend la parole lorsqu'il est présent à Périgueux dans les rassemblements de soutien au peuple palestinien. C'était le cas samedi dernier. C'était également le cas au rassemblement précédent qui avait eu lieu au cours de la semaine. Et ses propos sont toujours d'une extrême précision et d'une grande... C'est quelqu'un qui est vraiment attaché à la question de la paix, puisqu'il représente ces Israéliens qui refusent, et on en discutait à l'instant dans ce studio, Israël n'a rien d'autre à proposer à la jeunesse, et surtout le gouvernement actuel d'Israël n'a rien d'autre à proposer à la jeunesse qu'une guerre sans fin, qu'une guerre permanente, que donc des conditions de vie qui sont les plus désastreuses qui puissent exister pour la jeunesse en particulier. Et c'est un sujet sur lequel André Rosweg est particulièrement touché. Voilà, donc je vous invite à être présent lundi prochain à 11h30, en particulier donc, pour cette chronique assez exceptionnelle. Voilà. Merci de nous avoir écoutés pour cette chronique. Bonne semaine à tous et rendez-vous donc lundi 23 juin pour cette interview avec André Rosweg, responsable Aquitaine de l'Union juive française pour la paix. Bonne semaine. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient ton glaive